Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont l'objectif est de partager de l'information financière afin de contribuer à l'amélioration de la gestion financière des entreprises et des particuliers. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter lors de notre première présentation, ceux qui ont pris la peine de s'abonner à notre chaîne, et ceux qui ont pris la peine de faire des commentaires sur ce que nous avons dit la dernière fois. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de partager l'information avec les autres entrepreneurs, parce que c'est ça le but premier de la création de cette chaîne. Nous allons continuer le travail que nous avons débuté la semaine dernière, qui était d'utiliser comme fil conducteur de notre présentation les résultats d'une enquête de la BDC sur les facteurs de succès et les pièges à éviter par les entrepreneurs. Déjà, nous allons faire un bref résumé de ce que nous avons présenté la dernière fois. Nous avons commencé par un portrait des entreprises au Canada qui nous a permis de faire deux constats. Premier constat, il y a plus d'1 million d'entrepreneurs qui sont tout seuls, ils n'ont pas d'employés. Il n'y a que 2% des entreprises au Canada qui ont plus de 100 employés. L'idée, c'est de vous faire constater que ce que nous allons vous présenter vous concerne quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez tout seul et que vous ayez 5, 10, 15, 20, 50, 100 employés ou un peu plus, parce que même les multinationales ont les mêmes problématiques. Nous avons commencé la dernière fois par présenter les différents facteurs de succès. Il nous en restait un. En rappel mémoire, ce que nous avons présenté, c'était l'innovation. Il faut rester éveillé. Il faut continuer à innover au niveau de ces produits et aussi et surtout au niveau des services qui entourent le produit. Nous avons pris des exemples la dernière fois, nous n'allons pas y revenir. On a également dit qu'il fallait développer des liens solides avec ses principaux fournisseurs et clients. La première étape consiste à les identifier les fournisseurs critiques, identifier les clients en fonction de leur degré d'importance. C'est vrai que tous les clients sont importants, mais le degré d'importance n'est pas pareil. Il faut arriver à faire ce classement-là. L'autre élément que nous avons présenté, c'était d'embaucher les meilleurs et de les mobiliser. Ce n'est pas toujours évident, mais ça devrait être un objectif en continu, parce que le fait de perdre des employés, de renouveler les employés à chaque fois, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent et ça coûte en termes d'erreurs et de non-qualité. Le dernier sujet sur lequel nous avons terminé notre première présentation, c'était le fait d'avoir un plan solide et de mesurer ses progrès. Nous avons insisté sur deux gros aspects par rapport à cet élément-là, par rapport à cette conception d'objectifs et de suivi des objectifs. Le premier, c'était le fait de s'assurer que les objectifs respectent les standards, c'est-à-dire que l'objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Il doit être temporel. La deuxième chose qui nous semble encore plus importante que la première partie qui consiste à avoir des objectifs SMART, c'était le suivi des objectifs. Ce n'est pas toujours évident parce que ça prend des éléments pour arriver à assurer ce suivi-là. Premier élément, il faut collecter les données. Ensuite, il faut traiter ces données-là. Il faut les analyser. Il faut identifier les écarts positifs ou négatifs. Il faut mettre en place les actions correctives et continuer la boucle. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le fait que les entreprises qui réussissent demandent des conseils à l'externe. Nous avons fait le constat que les entreprises qui demandent le plus des conseils à l'externe sont curieusement celles qui se battent pour embaucher les meilleurs et les mobiliser, c'est-à-dire les très grandes entreprises. Pourquoi les plus petites ne le font pas? On aurait pu penser que c'est pour des raisons financières, mais personnellement, je pense que la principale raison, la raison financière peut en être une autre.
La principale raison, c'est le fait que ces petites entreprises-là ne savent pas qu'elles sont en danger. Parce que comme disait l'autre, quand on sait qu'on est en danger, en fait, on n'est plus en danger parce qu'on a pris des dispositions pour limiter les risques de ce danger-là. Mais c'est quand on ne sait pas qu'on est en danger qu'en réalité, ça devient extrêmement dangereux. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer cette citation que je récupère chez quelqu'un d'autre. Premier élément, premier exemple, je vous ai présenté un tableau la dernière fois qui permettait de constater la variation de l'achalandage dans un exemple de restaurant, la variation de l'achalandage en mois, en jours et en période horaire. Lorsqu'on ne sait pas qu'il y a cette variation d'achalandage, c'est certain, on peut s'empresser d'embaucher un employé qu'on va payer tout le long de l'année. Même à un salaire minimum, on se retrouve autour de 30 000 $ si on inclut les différentes charges. Lorsqu'on se rend compte qu'on a des mois de pic et que c'est pendant ces mois-là qu'on a besoin de l'aide, qu'on a besoin d'un employé, on se rend compte que c'est peut-être pendant 6 mois dans l'année qu'on aura besoin d'un employé supplémentaire. Parce que l'analyse a été poussée plus loin en termes de journée, on se rend compte qu'il y a 2-3 jours dans l'année où on a besoin d'un employé supplémentaire. L'analyse ayant été poussée encore plus loin, on se rend compte qu'il y a des périodes horaires où l'achalandage est beaucoup plus important. Donc, on est parti d'un constat lié au nombre de mois d'achalandage où on a du besoin en personnel, en jours où on a besoin du personnel et en heures ou en période horaire où on a besoin du personnel. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat-là, on comprend qu'on peut réduire cette dépense d'emploi, cette dépense salariale, du tiers, éventuellement du quart. C'est la preuve que lorsqu'on a fait un constat, si on ne peut pas le faire en interne, on a la possibilité de demander en externe de pouvoir faire cette analyse, parce que cette analyse va permettre de visualiser les périodes d'achalandage importantes et de dire l'investissement, ce sera uniquement pendant ces périodes-là et pas tout le long de l'année. Donc, ça facilite. En période de pénurie de main-d'œuvre, ça facilite la possibilité d'aller recruter des étudiants qui ne sont pas disponibles à temps plein tout le temps. Donc, on a une autre possibilité d'aller trouver une autre catégorie d'employés. Et deuxièmement, en termes d'économie, je dis, on peut réduire du tiers, éventuellement du quart, la masse salariale qui aurait pu être affectée à cet employé supplémentaire. Deuxième exemple, c'est une situation réelle que j'ai vécue. J'ai réussi à convaincre un entrepreneur à faire l'inventaire de son stock. Lorsqu'on arrive à faire l'inventaire, je me rends compte au bout de l'inventaire, après avoir pris le stock de début, les achats et le stock de fin, je me rends compte au final que mon stock théorique que je m'attendais à obtenir, j'ai un écart de 10% par rapport au réel. 10% malheureusement sur le chiffre d'affaires, parce que pour ce cas-là, je n'avais pas la valeur du stock. C'était un secret, je n'avais pas la valeur du stock, donc mon ratio, je ne pouvais le baser que sur le chiffre d'affaires. 10% du chiffre d'affaires de perdu, est-ce qu'on peut s'en réjouir? Non. La première étape, c'est de faire ce constat-là. À partir du moment où on a fait le constat, la prochaine question qu'il faut se poser, quelles sont les actions que je mets en œuvre pour pouvoir passer de 10% à 8% et éventuellement à 5% à un moment donné. Mais tant qu'on n'a pas fait le constat, c'est certain qu'on se dit, c'est pas bien grave s'il y a 1 ou 2 bouteilles qui se cassent, parce que c'était dans le domaine du vin, s'il y a 1 ou 2 bouteilles qui se cassent, c'est pas bien grave. Mais le fait de faire le constat qu'il y a 10% de son chiffre d'affaires qui a disparu, on est obligé de se poser des questions. Donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure, lorsqu'on sait qu'on est en danger de perdre 10% de son chiffre d'affaires, on est obligé d'être conscient de ce danger-là et de mettre en place des actions correctives pour pouvoir améliorer. Pour terminer sur cet exemple-là, les grosses compagnies ont une tolérance à peine de 2 à 3% sur la valeur du stock en termes d'écart d'inventaire. Malheureusement, les petites entreprises n'ont même pas de seuil et certaines ne font même pas des inventaires pendant des années.
Donc, c'est une illustration pour vous dire, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la compétence, allez chercher ces compétences à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces compétences à temps plein. Vous pouvez l'avoir à temps partiel. Vous pouvez l'avoir une fois par année. Vous pouvez l'avoir 2 fois par année. Vous pouvez l'avoir 3 fois par année. Mais l'important, c'est qu'il faut se dire, quand je me rends compte, je n'ai pas la science infuse, je suis entrepreneur, je suis bon dans mon domaine de production. Il y a 4 départements minimalement dans une entreprise: les achats, la production, la vente et la gestion. C'est certain qu'on n'a pas les compétences en tous ces départements-là. Donc, on peut aller chercher des ressources en externe pour pouvoir gérer au moins un des aspects, ne serait-ce que de façon temporaire dans l'année et pas embaucher un employé à temps plein pour pouvoir faire ce travail-là. On va tout de suite passer aux pièges à éviter. Pour en présenter quelques-uns aujourd'hui et nous allons poursuivre la semaine prochaine dans une autre vidéo avec les autres facteurs. Le premier piège à éviter, c'est de dépendre d'une clientèle peu diversifiée. C'est quasiment connu de tout le monde. Il y a une expression qui dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si vous dépendez d'un seul client et que pour une raison ou une autre, ce client-là n'est plus dans votre portefeuille, la conséquence peut être extrêmement douloureuse. Ce qui est vrai pour la clientèle doit être dans une certaine mesure également vrai pour les produits ou pour les services. Lorsqu'on a 2 ou 3 produits et que la concurrence est assez rude sur un des marchés, on peut avoir la possibilité de s'accrocher à un second marché pour pouvoir tenir le temps de se rééquilibrer. C'est pour ça qu'il y a un autre piège à éviter juste après le piège de la clientèle peu diversifiée, c'est celui d'ignorer les tendances du marché. Je vous ai parlé la dernière fois de la situation que je vivais avec la présentation, avec ce partage d'informations en présentiel dans un premier temps, en virtuel dans un second temps. La tendance du marché aujourd'hui, ou la tendance de notre environnement, la COVID est venue nous le démontrer. On passe beaucoup de temps sur son téléphone, on passe beaucoup de temps chez soi. Mais on a les outils pour réaliser exactement le même travail qu'on aurait pu réaliser à l'extérieur. La présentation en virtuel avec la contrainte de jour et d'heure, la présentation en présentiel avec la contrainte de déplacement en jour et en heure. Aujourd'hui, avec la tendance du marché qui est de partager l'information et de donner la possibilité à tout le monde d'écouter la même information au moment qui lui convient le plus, je me suis adapté à cette tendance-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser YouTube pour être sûr que non seulement je peux partager l'information sans contrainte, mais aussi et surtout, je peux partager l'information au maximum de personnes possible. Le troisième élément, le troisième piège qu'il faut éviter, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, c'est de sous-estimer l'importance d'une bonne gestion financière. Pourquoi c'est extrêmement important? Je l'ai dit tantôt, on n'a pas l'expertise dans tous les domaines dans une entreprise. C'est pratiquement impossible d'avoir l'expertise dans tous les domaines. Même lorsqu'on a l'expertise dans un domaine, on peut ne pas avoir les outils qui sont adaptés pour pouvoir être efficace et efficient. Je vais prendre un exemple pour illustrer mes propos. Ce n'est pas lié au domaine financier, à la gestion financière. Je vais revenir à la gestion financière avec un deuxième exemple. Le premier exemple, rapidement, c'est de dire, au Canada, on a une saison d'hiver. Pendant la saison d'hiver, on a des tempêtes de neige. Lorsqu'on a une tempête de neige, on est conscient, on n'a pas de choix. Tout le monde le sait à l'avance, il y aura une tempête de neige. Lorsque la tempête de neige arrive, il faut déneiger. Je sais qu'il faut déneiger, j'ai l'information qu'il faut déneiger, mais j'ai 3 options pour le déneigement. Est-ce que j'utilise ma pelle? Ça me prendra
éventuellement 2 heures en fonction de la hauteur de la tempête, le nombre de centimètres qu'on a eu. J'ai le risque d'avoir mal au dos par la suite. Deuxième option, j'ai dit, je peux acheter une souffleuse. Je vais traîner avec ma souffleuse pendant 1 heure au lieu de 2 avec ma pelle, mais je serai sous le froid. Troisième option, je fais appel à un déneigeur qui a les outils. Il va faire le même travail à peine en 5 minutes. Je sais qu'il faut déneiger, mais je n'ai pas les outils, les bons outils pour pouvoir déneiger en 5 minutes. J'ai les outils pour déneiger en 2 heures avec le risque d'avoir mal pendant 3 jours. L'exemple au niveau financier, pour revenir sur notre sujet, lorsqu'on n'a pas une bonne gestion financière, la conséquence est qu'on a des taux de crédit ou des taux de marge de crédit qui sont facilement le double et dans certains cas le triple de ceux qui ont une bonne gestion financière. Malheureusement, ceux qui arrivent d'autres pays, souvent en Amérique du Nord ou en Europe, ils découvrent lorsqu'ils ont besoin de crédit, des années plus tard, que le premier crédit qu'ils ont obtenu, ils l'ont obtenu à 15%. Les marges les cartes de crédit sont à 20%. Mais ce taux de crédit est basé sur une cote de crédit. Et la cote de crédit, c'est la capacité à pouvoir bien gérer ses dettes, c'est la capacité à pouvoir bien gérer ses finances. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises. Lorsqu'on a une bonne gestion financière, on peut facilement obtenir des crédits. On peut surtout obtenir des très bons taux de crédit. Une différence entre un taux de crédit de 5% et un taux de crédit de 15%, ça fait 10%. Vous appliquez ça sur une valeur, vous allez vous rendre compte de l'importance de l'écart. Donc, il est extrêmement important de ne pas sous-estimer la gestion financière de son entreprise. Je comprends qu'il faut courir derrière le chiffre d'affaires. Dans une équipe de football, dans une équipe de hockey, on cherche les meilleurs marqueurs, mais on se bat également pour avoir de bons défenseurs. Il y a des chances que le buteur se décourage parce qu'à chaque fois qu'il marque un but, on en encaisse 2. J'ai découvert au hockey en passant que à un certain moment, on pouvait faire sortir le gardien pour augmenter les chances d'aller marquer un but. Mais on ne peut pas dire on va jouer sans gardien parce que on risque d'encaisser plus de buts qu'on en a marqué. Donc la gestion financière va dans ce sens-là. J'ai des clients, je réalise de bons chiffres d'affaires. Si je n'ai pas la connaissance en gestion financière, je n'ai pas les outils qu'il faut pour bien gérer les finances de mon entreprise, la conséquence est que je risque de fermer l'entreprise, pas parce que je n'ai pas de clients, mais parce qu'elle a été mal gérée financièrement. Parce que si j'ai obtenu un taux de crédit à 15% au lieu de 5% ou au lieu de 4%, ça fait une grosse différence. Sur des marges de profit qui sont extrêmement faibles, ça peut entraîner la faillite de l'entreprise. Je vais terminer sur ce point-là en rappelant qu'il faut demander des conseils à l'externe. C'est ce que les entreprises qui réussissent, et notamment les très grosses entreprises, font. Il faut éviter de dépendre d'une clientèle peu diversifiée. Il faut s'informer sur les tendances du marché et s'y adapter, que ce soit en termes de technique, que ce soit en termes de technique de production, que ce soit en termes de délai de livraison, que ce soit en termes de communication. Il faut s'adapter aux tendances du marché. La dernière chose, il faut chercher le chiffre d'affaires, mais il faut également s'entourer pour bien gérer les finances de son entreprise. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. La prochaine fois, nous allons nous concentrer sur les 2 derniers facteurs, les 2 derniers pièges à éviter, et nous pourrons également intégrer un autre sujet qui peut concerner soit les entreprises et éventuellement les particuliers. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci de partager l'information avec ceux qui peuvent être intéressés afin que nos entreprises, nos petites entreprises, nos moyennes entreprises puissent améliorer leur croissance, puissent être pérennes sur le temps. Merci et bonne soirée.